15 novembre 1959, Holcomb, petite ville agricole du Kansas, en plein cœur de l'innocence rurale de l'État. 4 corps ligotés et brutalement abattus. Le couple Herbert et Bonnie Clutter, ainsi que leurs enfants Nancy et Kenyon, morts. Pratiquement aucun bien dérobé. Pas d'ennemis, pas de dettes, aucun compte à régler. Rien ne semble expliquer ce massacre. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cette maison ? Les Clutter ne sont définitivement pas une famille controversée. Herbert est même très respecté au sein de la communauté locale. À ce stade, aucun mobile envisageable. Il n'y a rien à comprendre. En tout cas pas sur la scène de ce terrible massacre. 6 ans après les faits, Truman Capote, dans son livre De sang-froid, nous livre l'itinéraire complet de ce meurtre. Une Chevrolet de 1949 sur les routes du Kansas. À bord 2 hommes, Richard Hickok et Perry Smith. Dans le coffre, du ruban adhésif, des gants, une corde et une carabine 22. Au volant, Dick se montre rassurant quant à l'exécution de son plan. Lorsqu'il était en prison, un certain Floyd Wells, ex-employé de ferme chez les Clutter, laisse entendre à Dick l'existence d'un coffre-fort contenant d'importantes sommes d'argent en cash. Quelques jours après sa sortie de prison, Dick contacte Perry, son ancien codétenu, lui faisant part de ce coup facile. Malgré tout, il évoque qu'il pourrait être nécessaire d'éliminer les témoins. Quant à lui, Perry rêve de Mexique, de plongée sous-marine, voire d'une île pour lui tout seul. En tout cas, il se trouve là, sur les routes du Kansas en direction d'un cambriolage. Perry se laisse tenter, accepte les potentiels risques, même minimes, de ce plan. À ses yeux, la contrepartie est suffisamment grande. Pendant que la Chevrolet traverse les plaines du Kansas, à Holcomb, la journée du 14 novembre 1959 touche à sa fin. Chez les Clutter, tout semble suivre un ordre immuable. Herbert Clutter est un homme méthodique, pieux, rigoureux. Il a bâti sa ferme avec discipline et travail. Il ne boit pas, ne fume pas, ne jure pas. Sa réputation est irréprochable. Bonnie, son épouse, est plus fragile. Souvent alitée, sujette à des épisodes dépressifs, elle reste en retrait de la vie sociale du village. Nancy, leur fille de 16 ans, est l'une des figures les plus appréciées de Holcomb. Élève brillante, populaire, elle incarne cette jeunesse américaine souriante et confiante. Kenyon, plus réservé, passionné de mécanique, passe du temps dans le sous-sol à bricoler ses inventions. Une famille stable, intégrée et tout à fait ordinaire. Dick connaît l'adresse et l'itinéraire. Il est minuit, Holcomb dort. Ils y sont. La porte de la ferme des Clutter n'est pas verrouillée. À Holcomb, on ne verrouille pas toujours. Herbert Clutter est réveillé en premier. Dick le questionne sur le coffre-fort. Herbert répond calmement qu'il n'y en a pas. Il ne garde pas d'argent liquide chez lui. Dick et Perry fouillent la maison. Ils ouvrent les tiroirs, inspectent le bureau et en effet, rien. La famille est réveillée progressivement. Chacun est ligoté séparément. Herbert est conduit au sous-sol, attaché près de la chaudière. Kenyon est installé sur le canapé. Nancy est ligotée dans sa chambre. Bonnie, affaiblie, est attachée à son lit. Les Clutter coopèrent. Il n'y a ni lutte ni cri. Dick et Perry se rendent à l'évidence. Il n'y a aucun coffre-fort à dérober ici. Et pourtant, ils ne repartent pas de suite. Dick descend au sous-sol, tend son bras vers Herbert, le canon à la main. Il remonte, abat Kenyon, Nancy et enfin Bonnie. Les 2 hommes sortent de la maison avec une radio, une paire de jumelles et moins de $50. Après le meurtre, Dick et Perry quittent Holcomb dans la nuit. Ils traversent plusieurs états, encaissent des chèques frauduleux, dépensent l'argent dérisoire récupéré chez les Clutter. Ils gagnent le Mexique, séjournent quelque temps dans une illusion de liberté avant de revenir aux États-Unis à court d'argent. Leur fuite dure plusieurs semaines. Elle prend fin le 30 décembre 1959 lorsqu'ils sont arrêtés à Las Vegas. Ce n'est pas une erreur spectaculaire qui les trahit, mais une enquête patiente et le témoignage de Floyd Wells qui met les enquêteurs sur leur piste. Le tribunal de première instance de Garden City les condamne à mort par pendaison pour 4 homicides volontaires commis avec une forme d'intention aggravée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que cela dérape autant ? Lorsque Dick et Perry découvrent l'absence de coffre-fort, leur réaction ne relève plus d'une logique strictement instrumentale. La criminologie permet d'éclairer ce basculement. D'abord, la théorie de la frustration-agression suggère qu'une accumulation de frustration peut se transformer en violence dirigée vers une cible de substitution, donc, face à la famille Clutter,
incarnation d'une stabilité et d'une réussite sociale qui lui ont toujours échappé, Perry Smith aurait pu voir se condenser un ressentiment, disons, enfoui. Ensuite, la dynamique de coaction criminelle montre que la présence d'un complice réduit les inhibitions morales et favorise l'escalade. Dick banalise l'élimination des témoins, Perry, lui, franchit le seuil. Enfin, les mécanismes de neutralisation décrits par Sykes et Matza, notamment la rationalisation technique du meurtre, permettent de comprendre comment l'acte peut être requalifié intérieurement comme une nécessité pratique. Ceux qui ont lu le livre auraient tendance à parler d'une influence de Dick sur Perry, ce qui est difficilement contestable quand on lit. Mais, saviez-vous que Truman Capote était devenu ami, assez proche qui plus est, avec Perry Smith après son arrestation? Je vous mets une des seules lettres dispo en libre accès sur internet dans la description pour ceux qui veulent. C'est une lettre très courte où Capote répond à Smith concernant sa foi religieuse. Et donc pour son bouquin, Capote adopte une technique narrative plutôt bien choisie, reconnaissons-le. Il va alterner le présent avec des retours en arrière biographiques. Les traumatismes ne sont pas expliqués exhaustivement dès le départ. Ils surgissent progressivement, comme des révélations, voire parfois comme des explications. Et insinuant, on va voir se construire une malédiction chez les Smiths, car sa mère est alcoolique et son père absent. Il est donc placé enfant dans un orphelinat où il est battu, sa sœur se suicide et son frère se suicide également. Donc chez Perry, on a vraiment la sensation d'une fatalité, qu'en aucun cas il pouvait finir autrement que mal. Dans la voiture, il est dit qu'il serait réticent à la tuer, mais c'est quand même lui qui abat la famille complète alors qu'ils sont tous ligotés. Alors que pour Dick, il n'y a pas de tragédie héréditaire. Ses parents sont des gens aussi normaux que les Clutter, et son seul point de bascule serait un accident de voiture qui aurait changé son comportement, en plus de tendances manipulatrices. Même un exemple, durant leur cavale, Dick écrase un chien volontairement. Il met un coup de volant exprès, le chien n'était même pas sur la route. Et ça démontre assez clairement la psychopathie avérée de Dick. Quand j'ai lu le livre, franchement, j'ai adoré. Je me suis senti insider de deux psychologies opposées et qui malgré tout se retrouvent complices dans le crime. Mais après ma lecture, quand j'ai appris l'amitié de Capote et Smith, et quand j'ai repensé à la présentation qui nous est faite des deux tueurs, eh bien c'est un peu gênant. Comme par exemple Claude Gueux, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est condamné, et en plus, il a été écrit assez vite par Victor Hugo, lorsque Napoléon III lui a fait sentir un petit peu l'odeur du sapin. Il y a un peu de manipulation intéressée de l'opinion publique dans ces deux cas. Et je me permets une petite digression, mais regardez la tête de Dick Hickok, bon, elle joue contre lui. Et donc il se serait dit que Truman Capote ait été très affecté par la mort de Perry Smith. Bon, et l'analyse du tribunal. Lors du procès, il n'y aura aucune lecture des antécédents psychologiques, seulement une demande faite à des médecins généralistes du comté pour qu'ils déterminent la capacité mentale des deux hommes. La préméditation est établie sans aucune ambiguïté par le témoignage de Floyd Wells, l'historique des achats douteux qui a précédé le meurtre et le temps de trajet. Ils ont fait des centaines de kilomètres avant d'arriver, ils avaient largement le temps de se dire qu'ils n'avaient pas trouvé l'idée du siècle non plus. Et les aveux de Perry finissent de confirmer leur culpabilité. Donc le tribunal n'émet aucune réserve vis-à-vis de leur lucidité, de leur responsabilité et de la préméditation. Dans l'ensemble, c'est un livre à lire. On est vraiment sur une analyse psychologique de deux tueurs et un suivi détaillé de leurs crimes. Le seul petit hic du livre, selon moi, c'est vraiment cette différence de traitement entre les deux tueurs. Mais après, d'un autre côté, moi je les ai pas connus. Pour son livre, Truman Capote a parlé aux deux, il est devenu ami avec l'un, et je suppose quand même qu'avec cette prise de position, l'auteur n'a pas cherché à défendre le mal. Forcément qu'il avait des raisons qui selon lui étaient défendables. Enfin voilà, très bon livre, très bonne enquête. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et si vous l'avez déjà lu, je serais très curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez eu le même ressenti que moi à ce sujet? Merci à tous ceux qui ont écouté la vidéo. J'hésite encore sur le sujet de la prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien.